Et si l'entreprise disparaissait? Ah, attendez, excusez-moi, on ne va pas parler d'un truc pareil au sein d'une des plus grandes entreprises au monde et devant des gens dont probablement 80% des revenus dépendent de l'entreprise. Excusez-moi. Enfin, elle est quand même bizarre cette idée. Et si l'entreprise disparaissait? Quand je l'ai eue, elle m'a un peu intrigué, je l'ai trouvée un peu absurde, mais j'ai décidé de la suivre pour savoir où est-ce qu'elle allait m'emmener. Et elle m'a emmené là, une maison, quoi de plus banal. Est-ce que c'est vraiment une maison ou est-ce que c'est seulement une maison? C'est peut-être aussi un hôtel avec Airbnb. C'est peut-être aussi une entreprise de transport. C'est peut-être aussi un parking. C'est peut-être aussi une ferme. Et pourquoi pas un terrain de camping ou un restaurant ou une laverie automatique ou bien un entrepôt de stockage peut-être, ou alors un magasin, ou une banque. Vous rajoutez une imprimante 3D dans le garage et vous avez une usine. Vous rajoutez des panneaux solaires sur le toit et vous avez une centrale électrique. Ce n'est pas une maison, c'est toute l'économie du monde. Ce petit capital, mon micro-capital, il devient productif. Et moi, je deviens un micro-capitaliste. Alors, je vais me battre contre des vrais capitalistes. Ces vrais capitalistes, ils ont des trains, ils ont des hôtels, ils ont plein de structures. Je vais me faire laminer, ce n'est pas possible. Mais regardez mon micro-compte de résultat. Je n'ai pas d'amortissement, je n'amortis pas mon capital. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de cotisation sociale. J'ai une marque qui est gratuite parce qu'elle est faite par mes clients. Ils me donnent des étoiles. Cette marque-là, figurez-vous qu'elle est plus reconnue que les marques soutenues par des millions de dépenses en marketing. J'ai un accès au marché par la plateforme qui n'est pas cher du tout. Donc quand je propose en Blablacar un Paris-Lyon, je suis à 25 €, la SNCF est à 71 €. Le micro-capitaliste est plus compétitif que le capitaliste. Alors vous allez me dire, il y a toujours des entreprises, les plateformes, c'est des entreprises. Oui, mais où sont les salariés? Dans l'industrie hôtelière en France, vous avez besoin de 300 salariés pour gérer 1000 chambres. Chez Airbnb, pour gérer 1000 hébergements, vous avez besoin d'un salarié, un seul. Le travail ne disparaît pas, mais il est transféré au microcapitalisme et aux individus qui vont faire l'accueil de la personne, qui vont lui donner les clés, qui vont l'héberger, qui vont faire la chambre. Donc le microcapitalisme transfère du travail, du salariat, vers le non-salariat. On peut même aller un cran plus loin encore. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'entreprises pour faire des plateformes? Imaginez, vous êtes dans votre garage, vous avez vos petits robots qui fabriquent une voiture, quelque chose qui ressemble à ça, et puis vous allez ensuite, quand elle sera fabriquée, la mettre sur une plateforme en pair à pair, sur un réseau sécurisé en blockchain, qui va permettre aux gens de prendre cette voiture-là, d'être transportés, de payer, et vous allez en retirer des revenus. Ça vous paraît complètement fumiste, utopique? Il y a aujourd'hui une entreprise française qui s'appelle Mobotic, et qui est en train de développer ce modèle économique et qui veut mettre en circulation à Paris 4000 véhicules avant les Jeux Olympiques de 2024. Aujourd'hui, ce type de modèle-là, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas quand ça va marcher, mais ils sont déjà en train de réinventer le capitalisme. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ou c'est plutôt une mauvaise nouvelle? Je vais poser la question autrement. Qui parmi vous a envie d'être ubérisé? Ah oui, là, c'est pas tout à fait pareil quand même. Pourtant, ça devrait être une bonne nouvelle. C'est une formidable opportunité de revenir au local. Avant, on allait à l'usine. Aujourd'hui, c'est l'usine qui vient à nous. Avant, on allait au bureau. Aujourd'hui, avec une connexion haut débit et une voiture autonome, on peut parfaitement travailler de là où on veut. Avant, les personnes quittaient la campagne pour aller travailler dans les villes, dans les endroits pollués, avec beaucoup de temps de transport. Demain, on pourra éviter ce temps de transport. On pourra retisser du lien social là où on a envie de vivre et non pas là où on doit travailler. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pourtant, nous avons peur. Et pourquoi nous avons peur? C'est quand même pas le salariat qui est aussi merveilleux que ça. Marx nous disait bien, le salariat, c'est l'exploitation du travailleur, c'est du vol. Il voulait abolir le salariat. Tout le cinéma au XXe siècle nous explique que le salariat, c'est l'aliénation de la personne. Le cabinet McKinsey a fait une étude l'année dernière.
Ils ont interrogé 8000 personnes, des salariés et des indépendants. Ils leur ont dit, est-ce que vous êtes plutôt plus heureux ou moins heureux sur un certain nombre de critères, 15 critères. Sur 13 des 15 critères, les indépendants étaient plus heureux que les salariés. Sur l'autonomie, sur la liberté, sur le temps de travail, sur les revenus, sur la capacité à apprendre. Beaucoup plus heureux. Marx et McKinsey sont d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Mais en fait, c'est quoi les deux critères sur lesquels les salariés étaient plus heureux que les indépendants? C'est la sécurité et c'est la protection sociale. Et c'est pour ça qu'on a peur. Parce que tout notre système, il est fondé sur l'entreprise. Les cotisations financent notre protection sociale. Ils financent notre retraite, notre assurance chômage, notre santé, les allocations familiales. C'est l'entreprise qui s'occupe de notre formation. C'est l'entreprise qui s'assure qu'on a un minimum pour vivre à travers le salaire minimum. Et même pour le logement, si vous n'avez pas vos 3 fiches de paye consécutives du même employeur, vous ne trouvez pas de logement. Tout notre système est fondé sur l'entreprise, et si l'entreprise recule, si elle disparaît, le système s'effondre. Mais au fond, est-ce qu'on a besoin de l'entreprise? On a besoin de créer de la richesse. Oui, on a besoin de l'activité économique pour créer de la richesse. Mais si cette richesse est créée et qu'on arrive à la redistribuer, on n'a pas vraiment besoin d'entreprise. Alors notre système social, il ressemble un peu à ça. On en est très fiers, on trouve qu'il est super, mais quand même, il a été fondé dans les années 40, 45, il a 70 ans et il commence un peu à faire son âge. Et l'idée, c'est peut-être qu'on pourrait le déconstruire, garder les briques, mais reconstruire quelque chose de complètement nouveau, en disant je ne le centre pas sur l'entreprise, je le centre sur la personne. Alors ça pourrait donner quelque chose comme ça, qui est quand même plus sympathique. Donc je vous propose de faire un petit travail, d'essayer de faire ça ensemble, de se dire voilà, fondons un nouveau pacte social ensemble. Alors, on va partir de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, notre pacte commun, et on va voir ce que ça peut donner pour refonder une protection sociale. Liberté, c'est la possibilité qu'on a tous, individuellement, de rentrer dans l'activité économique et de faire ce qu'on a envie de faire, sans qu'il y ait des barrières artificielles, sans qu'on nous empêche de le faire. Donc on arrête d'essayer de protéger des professions installées et on libéralise le marché. Oui, mais en même temps, égalité. Il faut que si je dois être compétitif sur ce marché, quand je rentre en concurrence avec des entreprises, il faut que ce soit à armes égales. Ça veut dire notamment que la fiscalité des revenus des particuliers et des entreprises, dans ce modèle-là, doit converger. On doit avoir une fiscalité commune, une imposition commune sur le revenu, et non pas la foultitude d'impôts qu'on a aujourd'hui. Fraternité, le plus important peut-être. C'est quoi le socle commun de solidarité autour duquel on se met d'accord? Alors bien sûr, il y a la santé pour tous de manière universelle. Bien sûr, il y a l'éducation, mais pas jusqu'à 18 ou 25 ans, jusqu'à 70 ans. Demain, on aura besoin de se former tout au long de notre vie, et pas forcément avec l'entreprise. Aujourd'hui, si vous prenez les 22 milliards de budget de formation professionnelle, vous pouvez les transformer en un chèque de 800 € par personne et par an, à la discrétion de la personne pour qu'elle puisse se former. Et puis peut-être un troisième bloc important, qui est le revenu minimum, le revenu socle. Non pas un revenu pour arrêter de travailler, mais un revenu pour construire, un revenu de base sur lequel on pourrait construire un projet de vie. Aujourd'hui, 500 €, c'est à peu près ce qu'on pourrait se permettre comme revenu de base ou revenu socle. 500 €, c'est ce que dépense l'État aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont dans la précarité, soit sous la forme du RSA, soit sous la forme des réductions Fillon, soit sous la forme des emplois aidés, soit sous la forme du régime des intermittents du spectacle, donc sur plein de formes différentes, mais c'est toujours à peu près le même montant, 5 à 600 €. Et c'est le montant qu'on pourrait organiser en un revenu qui serait distribué à tout le monde, qu'on commencerait à rembourser progressivement au fur et à mesure que ces revenus augmentent, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement remboursés pour les revenus aisés. Aujourd'hui, c'est faisable dans l'enveloppe actuelle. Moi, ma formation, c'est ingénieur. J'ai été aussi au BCG et quand je raconte quelque chose, j'aime bien vérifier si c'est possible. Et donc, j'ai travaillé sur 10 000 foyers fiscaux, 10 000 ménages représentatifs de la population française pour regarder si ça bouclait. Et effectivement, j'ai calculé les paramètres qu'il fallait pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, ce type de système-là est accessible. Alors, je ne sais pas si l'entreprise va disparaître. En revanche, ce que je sais, c'est que ce serait dommage de ne pas construire une protection sociale universelle
pour nous et pour nos enfants, qui soit construite autour de la personne et non pas de l'entreprise. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, les premières idées que j'ai eues, elles m'ont semblé absurdes, elles m'ont semblé délirantes. Et puis je les ai écoutées et elles m'ont convaincu, elles sont devenues le cœur de mon argumentation. Et c'est peut-être ça que j'ai envie de vous dire ce soir. Si vous entendez des idées absurdes, écoutez-les. Au XIXe siècle, ces idées absurdes, elles s'appelaient éducation gratuite et obligatoire, elles s'appelaient retraite, elles s'appelaient assurance chômage, elles s'appelaient abolition de la peine de mort. Elles étaient absurdes quand elles ont été dites. Aujourd'hui, c'est le cœur de notre modèle. Demain, les idées absurdes, c'est le microcapitalisme, c'est le revenu universel, c'est la monnaie hélicoptère. C'est sur ces idées-là que nous allons construire le monde de demain, à une seule condition, qu'on les écoute. Je vous remercie.